Bienvenue dans Leti Yogi Lab, le podcast qui aide les professionnels du bien-être à enseigner avec sens, à s'aligner et à développer une activité vraiment rentable. Aujourd'hui, j'ai envie de t'emmener dans les coulisses d'un univers qui peut changer profondément la trajectoire d'une prof de yoga. C'est un univers dont on ne parle pas beaucoup, parfois même de très loin et souvent avec de fausses idées, mais rarement avec des retours de terrain, du concret, du vécu. Je parle du monde de l'entreprise, et plus précisément du yoga sur chaise en entreprise, qui est en train de devenir l'un des leviers les plus puissants pour construire une activité stable, durable et rentable. Et je peux te dire que le yoga sur chaise en entreprise, quand il est fait intelligemment, peut vraiment être une bouffée d'air frais extraordinaire. Mais attention, il ne ressemble pas à ce que tu connais, et c'est exactement pour ça que je veux t'en parler maintenant. Je vais partager avec toi l'une de mes expériences. Une histoire qui commence par un simple email, comme beaucoup d'histoires professionnelles, certes, mais qui va se transformer en un contrat annuel dans une multinationale. Simplement parce que j'ai su comprendre ce que le service RH attendait réellement de moi et ce qu'il ne voulait plus du tout voir dans son entreprise. Alors installe-toi confortablement, respire et imagine qu'on est deux profs, assises, l'un l'une en face de l'autre, en train de boire un thé et que je te raconte tout ça en détail. Parce que c'est exactement comme ça que je veux que tu l'entendes. Un matin, j'ouvre mes emails comme d'habitude et je vois ce message d'un service RH. Alors, rien d'extraordinaire en apparence, juste un sujet du style projet bien-être interne, demande d'information. Mais il y avait quelque chose, un ton dans la formulation qui m'a fait me dire ne laisse pas traîner, appelle aujourd'hui. Tu sais, c'est cette intuition qui ne fait pas de bruit, mais qui te pousse doucement dans une direction. Alors je rappelle. Et là, je tombe sur un responsable RH très posé, très structuré, qui me décrit en quelques phrases courtes leur tentative précédente d'intégrer des pratiques bien-être dans leur entreprise. Et c'est dit sans jugement, hein, mais avec une honnêteté assez désarmante. Rien n'avait vraiment fonctionné, ils avaient essayé plusieurs intervenants, ça avait créé plus de confusion que de bénéfices, les salariés ne revenaient pas au cours en question, et l'entreprise ne savait plus dans quelle direction aller. Donc déjà là tu sens un peu le climat, c'est-à-dire que le bien-être les intéresse, mais ils associent encore ça à des expériences compliquées, floues, lourdes à organiser. Du coup on fixe un rendez-vous, et là, instinctivement, je sens qu'il faut vraiment que je me prépare. Alors, pas pour réciter un pitch ou quoi que ce soit, pas pour vendre une prestation, mais vraiment pour arriver dans leur monde. Parce que c'est exactement ça le secret. Tu n'amènes pas ton univers dans l'entreprise, tu adaptes ton univers au leur. Alors, je regarde l'entreprise sur les réseaux, leur culture, leur organisation, leur mission, le type et le nombre de salariés, les enjeux, leur façon de communiquer. Je regarde même leurs publications, bref, pas pour me donner un air d'expert, mais vraiment pour comprendre comment ils pensent, comment ils prennent leurs décisions et d'essayer de réfléchir à quelle est leur sensibilité, quelle est leur peur. Et avec tous ces bagages, toutes ces informations, quelque temps après, je me présente au rendez-vous avec une intention très simple. D'abord, les écouter. Quand j'arrive dans cette grande salle de réunion, vitrée du sol au plafond, je sens immédiatement que je ne suis plus du tout dans mon univers habituel. Tout est très neutre, très épuré, presque clinique. Il y a cette lumière blanche là qui descend directement du plafond, des chaises qui sont alignées avec une précision presque militaire, une table immense qui semble occuper tout l'espace et un silence un peu lourd qui n'a rien à voir avec celui apaisant d'un studio. Et c'est fou comme ton corps le perçoit instantanément. Ici, il n'y a pas de tapis qui traîne sur un côté, pas de bougies, pas d'encens, pas de coin cosy où on pourrait imaginer s'asseoir en tailleur. Non, tout est cadré, tout est réfléchi, tout est professionnel. Et rien que de poser les yeux autour de moi, je sens que je dois m'adapter à cet environnement et pas l'inverse. Je m'installe sur une chaise et quelques secondes plus tard, le responsable RH arrive. Il est calme, il est très droit, avec ce genre de posture qu'ont souvent finalement les personnes qui gèrent beaucoup plus de choses à la fois et qui n'ont pas forcément envie de perdre leur temps avec des détails inutiles, hein.
Et dès qu'il commence à parler, je comprends qu'il n'est pas là pour faire de la théorie ou écouter un grand discours sur la philosophie du yoga. Lui, il veut une solution, une vraie solution, quelque chose qui fonctionne dans son entreprise, avec ses équipes, dans ses contraintes. C'était clair. Donc il me parle de leurs tentatives précédentes et j'entends dans sa voix un mélange de bonne volonté, mais aussi de lassitude. Alors pas de critique, pas d'amertume, hein, mais une sorte de fatigue douce, presque résignée. Il me raconte comment ils ont essayé de faire intervenir plusieurs professionnels du bien-être, tous très sympathiques au demeurant, sûrement très compétents également dans leur domaine, mais qui, d'une certaine manière, avaient débarqué avec leur univers sans vraiment comprendre celui de l'entreprise. Et pendant qu'il raconte ça, je vois ces images se former dans ma tête. Les tapis déroulés dans une salle de réunion, les salariés un peu gênés de devoir enlever leurs chaussures, les postures trop compliquées pour être faites en tenue de bureau, les explications trop conceptuelles, qui perdaient vraiment tout le monde en route. Et plus il décrit ces scènes, plus je comprends que le problème n'était pas le yoga. Le problème, c'était l'adaptation. Il ne rejetait absolument pas la pratique, il rejetait la manière dont elle avait été présentée. Parce que les salariés ne s'y reconnaissaient pas. Ils se sentaient un peu en décalage, un peu exposés, parfois même un peu perdus. Et tu vois, ça, c'est un point très important. Ce n'est pas le yoga qui les dérangeait, c'était le sentiment que cette pratique ne respectait pas leur réalité quotidienne, leur rythme, leur code, leur environnement. Donc pendant qu'il parlait, je restais extrêmement attentive parce que je sentais que ce qu'il cherchait à vérifier, ce n'était pas si je suis une bonne prof de yoga. Ça, il l'aurait bien assez tôt compris pendant les séances. Mais ce qu'il cherchait à sentir, c'était si je comprenais l'entreprise, si j'étais capable de lire entre les lignes, si je comprenais déjà leur langage, leurs contraintes, leur culture interne. Et d'une certaine manière, je pense qu'il testait ma capacité à abandonner mon propre cadre pour entrer dans le sien. Et plus il me décrit ce qu'ils ont vécu, plus je perçois ce qu'il ne dit pas directement. Je sens derrière ces mots une vraie envie de bien faire pour les salariés, mais aussi cette peur que ça devienne un casse-tête. Je sens qu'ils veulent offrir du bien-être, mais qu'ils ne veulent plus que ça désorganise tout. Ils veulent une pratique qui s'intègre dans leur réalité sans la secouer. Une pratique qui fasse du bien sans compliquer les choses. Bref, une pratique qui respecte les codes de l'entreprise. Et je t'assure qu'à ce moment-là, ce moment où je comprends exactement ce qu'il me raconte entre les lignes, c'est un moment clé. Parce qu'il ne me dit pas littéralement nous ne voulons plus d'intervenants qui arrivent avec leur univers déconnecté. C'est pas ça du tout. Mais c'est malgré tout c'est exactement ça qu'il me raconte. Il ne me dit pas non plus nous ne voulons plus de séances longues où les salariés se perdent. Et pourtant, c'est quand même ce qu'il exprime, hein. Il me dit pas non plus nous voulons quelque chose d'adapté. Mais toute son attitude le dit. Et intérieurement, je souris parce que c'est exactement ce que je propose. Et plus il me parlait, plus je voyais se dessiner dans mon esprit une sorte de grande fresque. Comme si chaque phrase qu'il prononçait venait compléter une pièce du puzzle. C'était presque subtil parce qu'il ne formulait jamais vraiment ses besoins de manière directe, mais tu sais, parfois ce sont les non-dits qui vont parler le plus fort. Et là, je sentais clairement qu'ils avaient besoin de quelque chose de simple, de vraiment simple. Quelque chose qui se pose naturellement dans le quotidien d'une entreprise sans créer un tsunami d'organisation. J'avais l'impression qu'ils cherchaient une pratique qui est rapide, efficace, qui donne un résultat tangible, sans perdre trop de place, ni trop de temps, ni trop d'énergie mentale. Et puis il y avait cette notion de professionnalisme qui revenait dans sa manière de me regarder, de peser ses mots, une sorte d'attente de fiabilité, de sérieux, de neutralité, de respect du cadre. Pas un professionnalisme qui est rigide ou froid, hein, mais plutôt un professionnalisme qui est rassurant. Celui où les salariés sentent qu'ils peuvent vraiment participer sans se sentir jugés, observés, bousculés. J'avais aussi la sensation très nette que l'inclusivité était essentielle pour eux.
Il voulait une pratique où tout le monde peut participer, pas seulement, ceux qui ont déjà un corps entre guillemets «habitué au mouvement». Il voulait aussi une pratique qui ne met personne de côté. Mais par-dessus tout, il y avait une idée qui était très forte, presque une espèce d'urgence silencieuse. Il voulait absolument éviter la moindre charge logistique. Je l'entendais tellement dans ses explications. On sentait que l'entreprise avait déjà 1000 choses à gérer au quotidien et que le simple fait d'imaginer des tapis installés, des salles à réserver, des horaires à jongler, c'était déjà trop pour eux. Et c'est comme s'il disait: «On veut prendre soin de nos salariés, mais on n'a plus l'espace mental pour ajouter encore une couche, de complexité». Et c'est là que le véritable frein est apparu. Il m'a expliqué qu'il n'avait aucune salle libre, vraiment aucune. Pas un petit espace au calme, pas une salle polyvalente, rien du tout. Juste des salles de réunion réservées en permanence, des bureaux partagés, des couloirs étroits, une logistique serrée. Et quand ils racontaient tout ça, et moi je voyais à quel point ça les avait bloqués dans leurs tentatives précédentes, bien sûr. Mais à force de devoir, entre guillemets, trouver une salle, le projet s'était effrité. Et tu sais, j'ai souvent constaté que dans les entreprises, c'était jamais la volonté qui manquait, c'était plutôt la simplicité. Alors, je lui ai expliqué que justement, la pratique que je propose, elle est pensée pour leur réalité. Vraiment pensée pour ça. Donc je lui ai dit que je n'avais besoin que d'une salle de réunion, même petite, même impersonnelle, même avec du mobilier partout. Que rien ne devait être installé, déplacé, rangé, nettoyé ou prévu à l'avance. Je lui ai simplement dit qu'on pouvait commencer la séance exactement là où les salariés se trouvent déjà, c'est-à-dire assis sur leur chaise, en tenue de bureau, sans rien changer à leur environnement immédiat. Et je t'assure que j'ai vu quelque chose de passer dans son regard, quelque chose de très subtil, hein, mais comme une tension qui s'échappe, une sorte de micro-relâchement dans la mâchoire, dans les épaules. Et c'est, tu sais, c'est ce petit signe silencieux qui dit: «Ah, enfin quelqu'un qui comprend comment on fonctionne». Alors c'était pas un enthousiasme spectaculaire, hein, c'est non, pas du tout, mais c'était beaucoup mieux parce que c'était une forme de confiance immédiate. Le genre de confiance qui dit que le projet, pour la première fois, devient réellement possible. Et tu sais, c'est exactement précisément à ce moment-là que j'ai vraiment compris pourquoi le yoga sur chaise est un véritable trésor pour le monde de l'entreprise. Parce qu'en réalité, cette pratique a quelque chose de très spécial. Elle retire silencieusement tout ce qui, d'habitude, bloque les salariés ou décourage les RH. Elle dissout la logistique. Elle fait disparaître les petits complexes que chacun porte en arrivant. Elle neutralise aussi cette peur d'être observé ou jugé. Et puis elle évite aussi toutes les contraintes matérielles. Elle allège même ce sentiment de culpabilité que beaucoup ressentent en prenant une pause. Comme si respirer quelques minutes était un luxe qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Donc tout ce qui rend souvent le yoga, entre guillemets «compliqué» ou intimidant, eh bien se dissout naturellement. Et une fois que tout ça s'en va, eh bien il reste quelque chose de très pur, de très simple en vérité. Un vrai moment de respiration, un moment qui ne demande rien à personne, qui ne dérange personne, qui ne nécessite, aucune réorganisation interne et qui va se glisser tout doucement dans la journée, sans créer la moindre perturbation. C'est comme une petite fenêtre qui s'ouvre dans un rythme très serré. Une bouffée d'air qui prend aucune place, mais qui va changer tout à l'intérieur. Et crois-moi, pour un service RH, eh bien, cette simplicité-là, c'est une véritable pépite. C'est même un soulagement parce que c'est exactement ce qu'ils recherchent, hein, sans toujours réussir à l'exprimer. Un dispositif qui va apporter du bien-être sans provoquer la moindre friction dans le fonctionnement de l'entreprise. Et quand ils trouvent ça, eh bien, ils relâchent le tout. À un moment de l'échange, la question des chaussures est apparue, presque timidement d'ailleurs, mais j'ai tout de suite senti que c'était pas forcément juste un détail. Dans l'entreprise, ce genre de geste a une portée bien plus grande qu'on ne l'imagine. Retirer ses chaussures, c'est franchir une espèce de frontière invisible
entre le professionnel et le personnel. C'est comme dévoiler une part de soi qu'on garde habituellement protégée au travail. Et pour beaucoup de salariés, c'est un vrai malaise, hein, quelque chose qui les mettrait immédiatement en position de vulnérabilité. Et là, je lui ai expliqué avec beaucoup de simplicité, hein, que dans mes séances, personne n'a jamais à retirer quoi que ce soit. On pratique exactement comme on est, en tenue de bureau, dans le confort de ce qu'on porte déjà. Et c'est une manière de dire aux salariés qu'ils peuvent participer sans se transformer, sans se dévoiler, sans se sentir observés. Et tu sais, c'est étonnant parce que comme ce simple point apaise un RH. Il comprend que la dignité, la pudeur, le respect du cadre professionnel, eh bien, ils sont préservés. En fait, pratiquer en tenue de bureau, alors c'est plus qu'une adaptation technique, hein. C'est un vrai signe de respect envers l'entreprise et envers les personnes qui y travaillent. Et ça renvoie l'idée que le bien-être peut se vivre, sans rien bousculer, sans empiéter sur leur identité professionnelle. Et pour eux, ce détail-là, il est souvent un immense soulagement. À un moment de la discussion, la question du temps aussi est arrivée, presque comme une évidence. Et là, j'ai senti immédiatement que c'était là que se jouait une partie essentielle du projet. Parce que dans l'entreprise, le temps n'a absolument pas la même valeur que dans un studio. Ici, chaque minute compte. Si la simple idée de bloquer une heure entière pour une séance de yoga semble déjà impossible avant même d'en parler, rien que d'entendre le mot une heure, eh bien, je voyais mais tout de suite que son intention se crispait légèrement. Comme si en fait cette proposition appartenait à un autre monde, un monde qui est très éloigné de leur quotidien. Et c'est tout à fait normal parce que les journées sont pleines, elles sont rythmées par leurs réunions, les urgences, les emails qui s'enchaînent. Et personne ne peut se permettre de disparaître comme ça pendant une heure, même pour une activité qui fait du bien. Alors je lui ai expliqué tout naturellement que mes séances de yoga sur chaise étaient pensées comme des petites bulles de respiration qui se glissent dans la journée sans la bousculer. Donc je lui ai parlé de formats courts, vraiment courts, qui peuvent durer 10, 15 ou 20 minutes. Vraiment ce qui est le plus adapté au rythme de leurs équipes. On pouvait tout à fait adapter la chose. Et 10, 15, 20 minutes, eh bien, c'est une durée qui semble presque dérisoire pour quelqu'un qui vient du monde du yoga traditionnel, euh, où les cours vont durer une heure, voire une heure et quart, 1h30, voire 2 heures. Mais en entreprise, c'est une durée parfaite. Parce que juste, elle serait juste assez longue pour dénouer les tensions qui s'accumulent dans la nuque, dans le dos, dans les épaules, assez longue pour faire retomber la pression, assez longue pour créer un vrai changement intérieur, mais concrètement assez courte pour ne jamais perturber le fonctionnement du service. Et ça, crois-moi, c'est exactement ce que les RH recherchent, une solution efficace qui se pose dans la journée sans l'alourdir, et bien sûr qui fait du bien sans demander de sacrifice dans leur organisation interne. Donc à un moment de l'entretien, j'ai vraiment senti une inquiétude beaucoup plus discrète apparaître, presque comme un sous-texte. C'était pas une objection formulée clairement, ni une question posée frontalement, mais plutôt une espèce de ouais, d'hésitation qui flottait dans l'air, comme si quelque chose n'était pas encore dit. Et avec l'expérience, on le reconnaît tout de suite, hein. Eh bien, c'était la question de la participation. Alors pas, la participation idéale, hein, mais plutôt celle qu'on imagine dans, un dossier de présentation. C'est-à-dire, la participation réelle, celle qui dépend du courage, de la curiosité, de la fatigue des salariés. Et tu sais, ça, c'est une inquiétude que beaucoup d'entreprises partagent, sans forcément oser le verbaliser. On va souvent entendre presque leurs pensées silencieuses: «Ah mais, si personne ne venait et si seuls quelques salariés se présentaient?» Est-ce que ça va créer un malaise? Est-ce que on va se retrouver à justifier ce choix auprès de la direction? Et cette peur-là, en fait, elle est très logique, parce qu'un service RH ne veut pas mettre en place quelque chose qui resterait lettre morte ou voire même pire, qui donnerait l'impression que les salariés ne s'y intéressent absolument pas du tout. Alors je lui ai partagé ce que j'ai observé, dans pas mal d'entreprises et tu aurais vu, comment ça l'a apaisé immédiatement. Je lui ai expliqué que la participation n'est jamais un phénomène immédiat ni spectaculaire. Elle va avancer toujours à son rythme,
comme une petite vague. Et il y a ces quelques salariés qui vont oser venir en premier, souvent ceux qui sont déjà curieux ou ceux qui ont le plus besoin de souffler. Et puis, il y a les observateurs, ceux qui regardent de loin, qui attendent de voir comment ça se passe, si c'est accessible, si c'est confortable, si c'est discret. Et très souvent, ce sont eux justement qui finissent par rejoindre le groupe 1 ou 2 semaines plus tard, dès qu'ils réalisent que cette pratique ne demande aucun effort d'exposition. Donc je lui ai dit qu'on ne cherche jamais à remplir une salle en entreprise, qu'on ne force jamais la participation, qu'on ne culpabilise jamais les absents. On va créer simplement une dynamique douce, presque organique, euh, où chacun entre dans le mouvement au moment qui est juste pour lui. Et c'est précisément cette souplesse-là qui fait que la pratique va s'ancrer durablement. Parce que les salariés ne se sentent pas observés ni obligés. Ils se sentent libres, respectés. Et c'est ça qui crée l'adhésion en fait. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai senti quelque chose basculer dans la conversation. Vraiment de manière presque imperceptible. Alors, c'était pas un grand enthousiasme affiché, hein, ni un sourire éclatant, encore moins une réaction spectaculaire. Non, c'était beaucoup plus subtil que ça, presque délicat. J'ai juste vu ses épaules se relâcher légèrement, basculer dans le dossier de sa chaise, légèrement en arrière, et sa posture perdre un tout petit peu de tension, comme si un poids venait de glisser au sol sans un bruit. Et dans ce micro-relâchement, j'ai compris que ce qu'il ne disait pas directement, pour lui, pour son service, pour son entreprise, la proposition devenait enfin gérable. La proposition devenait enfin possible. Elle devenait enfin réaliste. Et c'est souvent dans ces détails minuscules, dans ces petits signaux à peine visibles, qu'on perçoit la vraie naissance d'une confiance. Et puis arrive ce moment dont je me souviendrai longtemps, parce que je sais que c'est exactement là que tout s'est joué. Euh, le responsable RH commence à évoquer l'engouement des salariés, m'explique qu'ils ont communiqué en interne et qu'un très grand nombre de collaborateurs ont manifesté leur intérêt. Donc déjà, il n'est plus là sur la situation où il avait peur que personne ne vienne. Bon. Et en le voyant chercher ces mots, je sens qu'il prépare une question un peu sensible. Et finalement, il me demande si je peux gérer un groupe de 35 personnes. Et tu vois, ce genre de question, c'est un moment qui est très particulier parce que tu sens immédiatement qu'il y a un piège invisible, mais pas malveillant, hein. Un piège de contexte, un piège de méconnaissance. Et beaucoup de profs, et je l'ai vu tellement de fois, diraient automatiquement oui, bien sûr, par peur de perdre la prestation, par peur que la proposition tombe à l'eau si elle pose une limite, par peur d'être perçu comme trop exigeant. Et pourtant, eh bien, ce réflexe-là, c'est exactement ce qui ferait perdre leur crédibilité. Parce qu'un oui de 35 personnes en entreprise, pour une pratique comme le yoga sur chaise, ce serait un vrai non-sens. Ce serait accepter une séance où la sécurité n'est plus assurée, où les salariés, peut-être les plus fragiles, se sentiraient totalement noyés dans la masse, où ceux qui ont besoin d'un regard attentif recevraient un accompagnement insuffisant, ou ceux qui ont un peu honte de leur raideur et n'oseraient même plus bouger, et où la séance perdrait complètement son sens. Et ce serait aussi te mettre toi dans une position où tu ne peux plus maîtriser l'énergie du groupe, ni la qualité du mouvement, ni la progression de chacun. Et tu sais quoi? Eh bien les RH le sentent instinctivement. Quand tu acceptes tout, tu cesses d'inspirer confiance. Alors je prends un instant, hein, je respire juste une seconde, le temps d'aligner mes mots et mon intention, et je lui réponds non. Mais un non très doux, hein, très simple, très posé, un non qui ne ferme rien, qui n'attaque personne, qui n'exprime aucune rigidité. C'est le non d'une professionnelle qui connaît son métier et qui veut le meilleur pour l'entreprise. Je lui ai expliqué, toujours calmement, que 35 personnes dans un seul groupe, c'est absolument pas raisonnable. Que la sécurité ne serait pas optimale, on va dire, que je ne pourrais pas observer correctement les compensations,
que les personnalités les plus discrètes ne se sentiraient pas à l'aise, que ceux qui manquent de mobilité risqueraient de se blesser sans même s'en rendre compte. Et je lui explique que je veux que chaque salarié vive une expérience de qualité, qu'il reparte réellement mieux, qu'il sente une progression, qu'il se sente guidé. Et que dans un groupe trop grand, ce n'est tout simplement pas possible. Et surtout, je lui dis la vérité fondamentale, c'est que ce refus n'est pas pour me protéger moi, c'est pour protéger ses équipes, pour respecter le cadre de son entreprise, pour, pour garantir également la qualité de ce qu'il veut offrir à ses salariés. Et je lui explique que mon rôle, c'est de lui dire ce qui est juste, pas ce qui est simplement pratique. Et là, il y a un silence, pas un silence gênant, hein, tu sais, mais ce genre de silence dense où tu sens que l'autre réfléchit, réévalue, comprend. Un silence où la confiance se construit en temps réel. Et parce qu'il voit que j'ai un cadre, une éthique et une vraie expertise, alors dans ce cas, il me répond, faisons deux groupes. Et à cet instant précis, tout bascule. C'est-à-dire que le projet devient cohérent, le partenariat se dessine, la confiance s'installe pour de vrai. Tu sais, c'est le genre de moment où tu sens physiquement que tu as fait ce qu'il fallait, que tu as défendu ton métier, que tu as aussi posé une limite qui est saine et que loin de te fermer les portes, eh bien, ça te les ouvre. Et c'est d'ailleurs cette décision-là qui a scellé la qualité du contrat. Parce que à partir du moment où on a divisé en deux le groupe, eh bien tout est devenu fluide. L'organisation interne, la gestion des salariés, la progression des séances, la dynamique des cours, et puis la relation avec le service RH. Et c'est ainsi qu'un simple échange, un simple non posé avec douceur, eh bien, a finalement conduit à un contrat d'1 an avec 2 prestations par semaine. Donc comme quoi, c'est souvent la limite que tu poses qui révèle ton professionnalisme. Puis vient le premier jour dans l'entreprise. Je me souviens du premier jour comme si c'était hier. Je traverse l'entrée, de cette multinationale, le badge provisoire autour du cou et j'ai ce sentiment particulier que tu connais sûrement. C'est un mélange d'excitation, de responsabilité, de curiosité, mais aussi une légère pression que tu sens juste sous la peau. Celle qui te rappelle que tu n'es pas là pour donner un simple cours. Tu es là en fait pour représenter ton métier, ton expertise et prouver que le yoga peut vraiment trouver sa place dans un environnement professionnel qui, à première vue, semble à milieu de ton univers. Et je marche dans les couloirs, hein, des couloirs tellement longs qu'on dirait qu'ils n'en finissent pas. Je croise des salariés, concentrés, des équipes qui se déplacent rapidement avec leurs ordinateurs sous le bras, des bureaux vitrés où on devine des réunions qui s'enchaînent. Tout semble millimétré, rythmé par un tempo, interne très précis et pour moi-même avoir, été salariée dans des entreprises de cet acabit, je me souviens très, très bien de cette ancienne vie. On entend presque la cadence du travail dans l'air, c'est-à-dire comme un bourdonnement silencieux qui ne s'arrête jamais. Je me dirige vers, la salle où se déroulera la séance et à chaque pas, je sens monter un petit peu cette énergie particulière, tu sais? Ce mélange de, je suis exactement au bon endroit et OK, là, il va falloir être à la hauteur et j'aime bien ce sentiment parce qu'il te met en mouvement, il te pousse à être présente, à être, ancrée, à être professionnelle et quand j'entre dans la salle, elle est exactement comme je l'avais imaginée. Une pièce sobre, neutre, avec une grande table ovale qu'on a poussée légèrement pour créer un espace, au centre, des chaises, alignées, une lumière vive qui tombe du plafond. Donc rien absolument de très chaleureux là-dedans, rien de trop accueillant non plus au sens studio de yoga, mais justement, c'est cet environnement brut qui me rappelle pourquoi le yoga sur chaise existe. Il sert à ça, apporter du souffle là où il n'y en a plus. Les premiers salariés commencent à arriver et leur manière d'entrer dans la salle déjà raconte déjà beaucoup. Il y en a qui donnent un petit sourire timide, comme si leur corps disait j'aimerais bien que ça me fasse du bien, mais je ne sais pas trop où je mets les pieds.
D'autres, adoptent cette posture du, «Je teste, mais si je sens que c'est pas pour moi, bah, je m'éclipserai, discrètement». Et puis certains, à l'inverse, arrivent presque crispés avec le dos tendu, la mâchoire serrée, les épaules tellement hautes qu'on sent qu'elles n'ont pas vu une minute de repos depuis des semaines. Et puis il y a ceux dont les yeux trahissent un autre état, un vrai soulagement, presque une gratitude silencieuse, hem, comme si ce moment était attendu depuis fort longtemps, mais qu'ils n'avaient jamais trouvé l'occasion de se l'autoriser. Et c'est précisément à cet instant que, je suis tellement heureuse d'avoir insisté sur la limite des 12 participants. Parce que dès que je pose mon regard sur eux, je sens qu'il va y avoir besoin d'attention individuelle, de douceur, de précision. Dans un groupe plus grand, bah, je serais certainement passée à côté de tout ce que leur corps racontait déjà. La fatigue, la surcharge mentale, les compensations automatiques, la retenue, la pression interne. Et là, je peux voir chacun, je peux sentir chacun, je peux les accompagner en toute sécurité. Je commence à parler et ce qui est drôle, c'est que ma voix, en fait, s'adapte naturellement au lieu. Je ne parle absolument pas comme dans, mon studio de yoga avec, cette douceur qui est un peu plus enveloppante, qu'on utilise pour installer une ambiance. Non, là, je parle comme maintenant, c'est-à-dire une professionnelle qui connaît la réalité de ceux qui sont assis devant elle. Je parle du dos qui se contracte quand on enchaîne les réunions sans respirer, des épaules qui montent malgré nous quand les deadlines approchent, de la nuit qui se fige à force de regarder un écran et de la respiration qui devient aussi plus courte, sans qu'on s'en rende compte, quand le cerveau tourne en boucle. Et très vite, je vois déjà les effets, je vois les regards changer, les mâchoires se desserrer, les respirations s'allonger, les épaules redescendre, le dos s'arrondir un peu pour la première fois depuis le matin. Et c'est pas spectaculaire, hein, c'est pas visible pour quelqu'un qui passerait la tête par la porte, mais pour moi, c'est évident. C'est comme si les corps disaient enfin merci. Donc la séance se déroule avec une fluidité presque surprenante. On navigue entre des mouvements simples, des respirations posées, des étirements qui dénouent des endroits qui pensaient figés à vie. Et il y a même des petits rires à certains moments, ce genre de rire spontané qui naît quand on relâche une tension sans s'y attendre. Donc on se rend compte qu'on s'était contracté depuis des heures. Et j'adore ces rires-là parce que ce sont vraiment des marqueurs de transformation. Et puis il y a cette atmosphère qui est très particulière qui s'installe à la fin. Un silence qui est doux, pas un silence gêné, ni un silence timide, mais un silence qui ressemble à une pièce dans laquelle quelqu'un aurait enfin ouvert une fenêtre. L'air circule, on respire, on se sent un peu plus vivant. Et tu sais que la séance a marché quand les gens ne parlent pas tout de suite, parce qu'ils savourent juste l'idée de se sentir mieux. Et à la fin des deux groupes, le responsable RH me rejoint. Alors il n'est pas dans l'euphorie, hein, il est dans quelque chose de beaucoup plus précieux, c'est-à-dire la satisfaction tranquille. Et il me dit avec une simplicité presque touchante que c'est exactement ce qu'ils attendaient. Ni plus, ni moins. Juste un moment de respiration dans la journée, un moment sans logistique, un moment sans contrainte, sans complication, sans mise en scène, sans exposition. Un moment qui fait du bien, tout simplement. Alors, pourquoi j'ai obtenu un contrat d'un an? Tu sais, il y a beaucoup de gens qui pensent que si j'ai décroché un contrat d'un an dans une multinationale, c'est parce que j'ai quelque chose de spécial ou une sorte de talent rare ou une capacité hors du commun. Et là, j'ai franchement envie de dire la vérité, la vraie, c'est que ce n'est pas du tout ça. C'est pas parce que je serais soi-disant meilleure qu'une autre prof ou ni parce que je maîtriserais les postures plus qu'une autre ou non, c'est pas non plus parce que j'ai une voix adaptée ou pas ou parce que je serais éventuellement sur la tendance en proposant du yoga sur chaise. Pas du tout. Ça n'a pas joué en fait. Si j'ai obtenu ce contrat, c'est parce que j'ai compris quelque chose d'essentiel. C'est que l'entreprise ne cherche absolument pas une version miniature du yoga que tu fais en studio. Elle cherche pas une ambiance lumineuse, tamisée. Elle cherche pas à faire entrer un univers spirituel dans ses murs. Elle cherche pas
une prof qui reproduit son cadre habituel dans un espace qui n'est pas conçu pour ça. L'entreprise cherche une réponse, une vraie, une réponse à un besoin contemporain, concret, pressant. C'est-à-dire comment aider les salariés à respirer dans un système qui leur laisse peu d'espace intérieur. Et pour ça, elle veut quelque chose de simple, de parfaitement adapté, de professionnel. L'entreprise veut quelqu'un qui comprend la réalité du terrain, les contraintes horaires, les enjeux humains, les tensions physiques, les peurs invisibles, les non-dits collectifs. Quelqu'un qui sait construire une séance qui fonctionne dans un environnement qui n'a absolument rien à voir avec un studio. Et surtout, quelqu'un qui sait poser un cadre clair, pas un cadre rigide, mais un cadre solide, un cadre qui sécurise tout le monde. C'est exactement pour ces raisons-là que j'ai décroché ce contrat. Non pas parce que j'ai voulu impressionner ou séduire, mais non, vraiment simplement parce que j'ai su parler leur langage, comprendre leur réalité et m'adapter à leur monde, sans chercher à imposer le mien. J'ai montré également que, à travers ma posture et mes choix, eh bien que j'étais une véritable partenaire et non une simple prestataire. Et crois-moi, cette nuance-là change absolument tout dans le regard qu'une entreprise porte sur toi. Une prestataire, tu le sais peut-être par expérience, est quelqu'un qui va exécuter ce qu'on lui demande, qui s'adapte systématiquement, parfois au détriment de son intégrité professionnelle d'ailleurs, hein. C'est quelqu'un qui dit oui à tout par peur justement de perdre une opportunité, qui va aussi laisser les décisions se faire autour d'elle sans y prendre réellement part. Et dans l'univers de l'entreprise, eh bien, une prestataire, ça ne laisse pas de trace en fait. On peut la remplacer facilement sans que ça ne crée vraiment de vide. Une partenaire, en revanche, c'est tout autre chose. Une partenaire, c'est quelqu'un que l'on garde, c'est une figure de confiance, hein. C'est une professionnelle qui va rassurer parce qu'elle pose un cadre clair, un cadre qui protège autant les salariés que l'entreprise. C'est aussi quelqu'un qui va percevoir les besoins réels, même ceux qui ne sont pas encore exprimés, et qui va proposer une solution sur mesure qui va être adaptée et réaliste. C'est aussi celle qui va simplifier au lieu de compliquer, qui va fluidifier au lieu de rigidifier, qui structure au lieu de disperser. Donc quand l'entreprise sent que tu n'es pas juste la personne qui va faire une séance, mais quelqu'un qui va réellement contribuer à quelque chose d'utile, de tangible, de stable, eh bien elle te garde, elle te valorise, elle parle de toi aux autres services, elle te recommande même à d'autres entreprises, elle t'ouvre les portes parce qu'elle te confie des projets même sur le long terme. Et c'est comme ça que tu te retrouves presque naturellement avec un contrat facilement d'un an, avec 2 séances par semaine, sans avoir eu besoin de forcer, ni de convaincre, ni de, entre guillemets, «vendre». Et je vais te dire quelque chose d'important, c'est que ce sentiment-là, celui d'être reconnu pour ton expertise, pour ta compréhension du terrain, pour la qualité de ta pédagogie, mais aussi pour, ta capacité à structurer une intervention, eh bien ça, c'est un sentiment profondément agréable. C'est un sentiment d'alignement, c'est un sentiment de légitimité. Et pour beaucoup de profs de yoga qui se sentent parfois un peu perdus dans un marché un peu saturé, eh bien, c'est comme retrouver une place, une vraie place, une place qui fait sens. Et ce qui me touche finalement dans cette histoire, c'est de réaliser que rien de ce que j'ai fait n'a quelque chose d'exceptionnel ou de réservé à une poignée d'élus. C'est pas une question de chance, ni de talent inné, ni de réseau particulier. Heu, Tout ce que j'ai mis en place va reposer sur des compétences bien précises, une manière d'observer, une logique professionnelle, une posture adaptée au contexte de l'entreprise. Et tout cela, vraiment, heu, eh bien, s'apprend. Et c'est là que quelque chose se passe souvent chez celles qui m'écoutent, c'est que elles commencent à envisager que ce que je raconte n'est peut-être pas si éloigné d'elles. Tu peux presque sentir le petit déclic intérieur. C'est d'avoir cette pensée douce, mais qui est insistante, qui commence un peu à émerger. Et si moi aussi je pouvais le faire? Ou encore, et si ma place en entreprise existait? Et que je l'avais pas simplement encore explorée, revendiquée?
Et peut-être même qu'on peut se poser aussi la question, et si tout cela était beaucoup plus accessible que ce que j'ai toujours cru? Et c'est exactement ce que j'aime transmettre dans ce type d'épisode, c'est que pas une promesse, pas une injonction, pas une obligation, juste une prise de conscience, une ouverture, une graine qui germe tranquillement. L'idée que oui, c'est accessible, oui, c'est possible, et que la seule différence entre celles qui y vont et celles qui n'y vont pas, ce n'est pas la valeur, ce n'est pas le talent, ce n'est pas l'expérience, c'est simplement de savoir comment s'y prendre. Si je te raconte tout ça aujourd'hui, c'est vraiment pas pour te dire: «Regarde ce que j'ai réussi à faire». C'est pas le but, et tu le sens bien. L'idée, ce n'est pas de mettre en avant une réussite personnelle, mais c'est de te montrer à quel point c'est possible, réellement possible. Parce que ce monde-là, celui de l'entreprise, n'est pas un cercle fermé réservé à quelques profs qui auraient, soi-disant un talent particulier ou un accès privilégié. Il n'y a rien d'inaccessible. Il n'est pas verrouillé et il demande juste une posture différente, une façon d'aborder son métier avec plus de clarté, plus de structure, plus d'intelligence du terrain. Et tout ça, oui, ça s'apprend. Ce que j'aimerais vraiment que tu gardes en tête, c'est que les entreprises ne cherchent pas des performances ni un show, ni quelqu'un qui arrive pour impressionner. Elles cherchent une solution, une vraie, une solution qui répond à un besoin humain, organisationnel et émotionnel. Une solution qui simplifie leur quotidien au lieu de le compliquer. Une solution qui apaise, mais qui structure, qui fluidifie. Et si tu es capable d'incarner cette solution, si tu es en mesure de comprendre en fait leurs enjeux et d'y répondre avec justesse, alors tu deviens indispensable naturellement. Pas en forçant, pas en t'épuisant, pas en prouvant quoi que ce soit, juste en étant la bonne personne au bon endroit avec la bonne posture. Donc c'est vraiment ce que j'aimerais que tu retiennes en refermant cet épisode, c'est que tu peux toi aussi trouver ta place dans cet univers qui semble parfois lointain, mais qui ne l'est pas du tout quand on le comprend bien de l'intérieur. Tu peux apporter quelque chose de précieux, de concret, d'utile. Tu peux faire une vraie différence pour des salariés qui n'arrivent plus à respirer dans leur quotidien. Et si tu fais ça avec alignement, avec clarté, avec professionnalisme, sincèrement, il n'y a aucune raison pour que tu n'y arrives pas. Donc laisse-toi un petit peu mariner dans ces idées-là. Sens ce qui résonne, ce qui t'appelle aussi et ce qui a envie de bouger en toi. Si cet épisode t'a parlé, si tu t'y es reconnu ou si tu sens aussi que ça t'a fait du bien quelque part, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi laisser une petite note ou un commentaire. Ça m'aide énormément à le faire connaître et ça permet à d'autres profs de trouver ce contenu quand ils en ont besoin. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, vraiment, et on se retrouve très vite pour un yoga plus humain, plus clair, plus accessible et surtout aligné avec tes propres valeurs et ta propre mission. Namasté.